Bienvenue à cette exploration détaillée. Aujourd'hui, on plonge dans un classique, un livre qui a vraiment marqué les esprits. Your Money or Your Life. On se base sur l'édition révisée, celle de Vicky Robin et Joe Dominguez. Absolument. Et c'est bien plus qu'un simple guide de finances personnelles, hein. Ça propose vraiment une refonte, une approche assez radicale de notre rapport à l'argent. L'objectif, atteindre ce qu'ils appellent l'indépendance financière, l'IF. C'est ça. Et l'IF, comme ils la décrivent, c'est pas forcément amasser des millions, mais plutôt reprendre la main sur notre ressource la plus précieuse, notre temps. Le livre promet des clés pour sortir des dettes, oui, mais aussi pour raviver des projets qu'on avait mis de côté, peut-être même se libérer complètement du besoin de travailler pour un salaire. Tout à fait. Et tout ça repose sur une idée centrale, assez percutante, on peut dire. Oui, cette idée que l'argent, au fond, c'est notre énergie vitale. Chaque euro qu'on gagne et qu'on dépense, ça correspond à une portion de notre temps de vie qu'on a échangé. Hmm, c'est une perspective vraiment puissante. Joe Dominguez, l'initiateur du programme, il aimait bien poser la question, mais qu'est-ce que c'est l'argent? Au-delà du papier ou des chiffres, c'est un accord social bien sûr, mais ce qu'on donne en échange, nous, c'est notre temps, notre vie. Et ça change complètement la perspective sur nos dépenses, non? Ah oui. La question devient, combien d'heures de ma vie ont été nécessaires pour acheter cette chaise, cette voiture, ou même payer cette formation? Prendre conscience de cet échange. C'est ça la clé pour reprendre le contrôle, selon eux. C'est le point de départ fondamental. Et d'ailleurs, le livre critique assez fort ce cycle métro-boulot-dodo, cette idée de gagner sa vie qui serait en fait plutôt gagner sa mort, making a dying. On y laisserait notre santé, nos relations. Exactement. Il met en lumière tous les coûts cachés de l'emploi. On pense au salaire, mais on oublie souvent le temps et l'argent qu'on dépense pour y aller, pour s'habiller pour le travail, pour manger sur le pouce, Sans parler du besoin de décompresser après, des loisirs compensatoires. voire des problèmes de santé liés au stress. Tout ça, ça a un coût en temps et en argent qui n'apparaît pas sur la fiche de paye. D'où l'importance de l'étape 2 de leur programme, calculer son taux horaire réel. L'exemple qu'ils donnent est assez frappant. Oui, celui de la personne qui pense gagner 25 $ de l'heure. C'est ça. Et qui réalise, après avoir compté tout le temps annexe, trajet, préparation, heures sup non payées, temps de décompression, et déduit toutes les dépenses liées transport, garde d'enfants, vêtements spécifiques, Mais son gain réel tombe à 10 $ par heure de vie investie. C'est souvent une révélation. un choc même, comme pour ce Marc H dont il parle, l'ouvrier. Oui, qui réalise qu'en prenant un job à mi-temps près de chez lui, même moins bien payé à l'heure brute, il finirait par économiser de l'argent grâce à la réduction de tous ses frais cachés et du temps perdu. Ça change une vie, ça. Ça remet en question aussi ce mythe du toujours plus, cette idée que plus on a, mieux c'est. Tout à fait. Le livre déconstruit ça avec la courbe de satisfaction. Au début, bien sûr, plus d'argent amène plus de bien-être. Les besoins de base, le confort. Logique. Mais ça atteint un plateau. Et même, ça peut redescendre. Il y a un point optimal, qu'ils appellent le point de suffisance. Au-delà, accumuler plus de choses n'ajoute pas de bonheur. Ça peut même générer du stress, de l'encombrement, le fameux clutter. Et ce clutter, c'est pas que matériel, j'imagine. Ça peut être un agenda trop plein, des relations superficielles. Exactement. Tout ce qui prend de la place sans vraiment nourrir. Trouver son propre point de suffisance, savoir ce qui est assez pour soi, c'est essentiel dans leur démarche. Ce n'est pas la privation, attention. C'est un choix d'équilibre. Avoir assez pour être libre, en quelque sorte. C'est l'idée. Et pour y arriver, le livre propose un programme structuré. 9 étapes vers cette fameuse indépendance financière. Alors, ces étapes, concrètement, on peut en regarder quelques-unes. La première, c'est faire la paix avec le passé. Ça consiste en quoi? En gros, il s'agit de calculer tout ce qu'on a gagné dans sa vie jusqu'à présent, faire une sorte d'inventaire, et aussi établir son bilan, actif moins passif. Ça doit réserver des surprises, ça. Ah oui, il donne l'exemple d'une femme divorcée qui se voyait sans ressources. En faisant le calcul, elle a réalisé qu'elle avait gagné 50 000 $ par elle-même pendant son mariage. Rien que ça a changé son regard sur elle-même, sa confiance. D'accord, c'est une étape de réappropriation. C'est ça. Ensuite, l'étape 2, on en a parlé, calculer son taux horaire réel. Mais il y a aussi, et c'est peut-être le plus connu de ce livre, suivre chaque centime, noter tout ce qui entre et sort. Oula, ça peut faire peur, non? C'est pas hyper contraignant? Ça peut sembler fastidieux au début, c'est vrai, mais l'idée, c'est pas de se mettre sous pression avec un budget rigide. C'est plutôt de développer une conscience. Juste savoir où va l'argent,
Où va notre énergie vitale? Une observation neutre, en somme? Voilà. Et apparemment, d'après les témoignages comme celui de Don C. dans le livre, cette simple conscience suffit souvent à réduire les dépenses inutiles presque automatiquement, parce qu'on réalise leur coût réel en heures de vie. Je vois. Et après avoir suivi l'argent, on fait quoi? L'étape 3, le tableau mensuel. Exactement. On crée ses propres catégories de dépenses, celles qui nous parlent vraiment, pas des trucs génériques, et on convertit les montants en heures d'énergie vitale grâce au taux horaire réel qu'on a calculé. C'est plus un outil d'auto-découverte qu'un simple tableau de compta, quoi. D'accord. Et c'est là qu'interviennent les fameuses 3 questions transformatrices de l'étape 4. C'est ça. Pour chaque catégorie de dépenses, on se pose 3 questions. 1. Est-ce que j'ai reçu une satisfaction, une joie à la hauteur de l'énergie vitale dépensée? Mhm. 2. Est-ce que cette dépense est alignée avec mes valeurs profondes, avec le sens que je veux donner à ma vie? Ouf. Et 3. Comment cette dépense changerait si je n'avais plus besoin de travailler pour gagner de l'argent? Ah oui, ces questions, elles doivent faire bouger les lignes. J'imagine qu'on débusque pas mal de ces achats fétiches, comme ils disent, les gazing goose pins, ces petits trucs qui soulagent sur le coup mais n'apportent rien de fond. C'est un vrai travail d'alignement en fait. C'est tout à fait ça. Le livre parle d'intégrité financière, faire en sorte que nos choix financiers reflètent qui on est vraiment. Et pour garder ça à l'esprit, il y a l'étape 5, rendre l'énergie vitale visible. Le fameux wall chart, le graphique mural. Oui, un grand graphique où on reporte chaque mois ses revenus et ses dépenses totales. C'est très visuel, très simple, mais ça permet de voir concrètement les progrès, de rester motivé. L'exemple d'Hélène qu'il cite est parlant. Ses dépenses baissent de 20% juste en regardant son graphique, sans effort particulier. Le pouvoir de la visualisation. C'est un outil puissant, oui. Après ça, on arrive à l'étape 6 qui redéfinit la frugalité. Et ça, c'est intéressant. Ah oui. C'est pas juste être radin, pas du tout. Selon eux, c'est plutôt l'art de savourer ce qu'on a, d'en tirer le maximum de valeur, de joie. Ils utilisent le terme espagnol aprovechar. Utiliser à fond, apprécier, ne pas gaspiller. Avoir un ratio élevé, joie par euro dépensé. D'accord. Et concrètement, ça veut dire quoi? Le livre donne plein d'exemples. Arrêter de faire du shopping un loisir, bien entretenir ses affaires pour qu'elles durent, les user jusqu'à la corde, faire soi-même quand c'est possible. Le fameux DIY. Voilà. Anticiper ses besoins pour éviter les achats d'urgence et coûteux, chercher la qualité, la durabilité, acheter d'occasion. Et aussi, être créatif pour satisfaire ses besoins autrement. Trouver de l'aventure près de chez soi plutôt qu'au bout du monde, par exemple. Ça demande un changement d'état d'esprit. Et l'étape 7, sur les revenus, il faut gagner plus à tout prix. Non, là aussi, la nuance est importante. Puisque l'argent, c'est de l'énergie vitale, il s'agit de valoriser cette énergie. D'être payé à sa juste valeur, oui, mais en respectant sa santé, son intégrité. Pas question de se tuer à la tâche pour quelques euros de plus. C'est ça. Et ça implique aussi de distinguer le travail qu'on fait pour l'argent, le job alimentaire, disons, et le travail qui a du sens pour nous, qui peut être autre chose, du bénévolat, un projet créatif. L'histoire de Nina N est assez incroyable là-dessus. Elle part d'un job de femme de chambre sans même savoir son salaire. Et en appliquant ces principes de valorisation de son temps, de son énergie, elle grimpe les échelons, quadruple ses revenus et finit directrice exécutive. C'est une question de respect de soi avant tout. Et ça peut même avoir des effets inattendus, comme pour ce menuisier, Ted Grec, qui augmente ses prix en espérant travailler moins pour écrire. Et qui se retrouve avec autant de clients, mais mieux payés. Valoriser son temps, ça peut payer. Et toutes ces étapes, elles mènent où? À l'étape 8, le point de croisement. Exactement. Le crossover point. C'est le moment clé, symbolique, où les revenus passifs générés par le capital qu'on a accumulé Grâce aux économies faites et aux revenus optimisés, deviennent suffisants pour couvrir les dépenses mensuelles, celles qu'on a identifiées et alignées avec nos valeurs. et comment on sait qu'on y est? On le voit sur le graphique mural? Oui. On calcule le revenu mensuel que pourraient générer nos investissements, par exemple, avec un taux de retrait prudent, disons 4% par an, et on trace cette ligne sur le graphique. Quand la ligne des revenus d'investissement croise la ligne des dépenses, Bingo! le travail salarié devient optionnel. C'est ça, l'IF, selon Your Money or Your Life. C'est le principe. C'est d'ailleurs la base de la fameuse règle des 4%, très populaire dans le mouvement FIRE, Financial Independence, Retire Early. L'idée qu'il faut accumuler environ 25 fois ses dépenses annuelles. Le livre insiste aussi sur un coussin de sécurité, genre 6 mois de dépenses en cash.
Oui, le cushion est une réserve, le cash, pour les plus gros projets ou les imprévus, pour plus de sérénité. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas là. Le livre va au-delà des chiffres. Il parle de richesse naturelle. Tout à fait. Les ABC. Abilities, nos compétences, nos savoir-faire, belonging, le sentiment d'appartenance, nos relations, et community, la communauté, notre réseau local, notre environnement. Donc, la vraie sécurité, c'est pas que le compte en banque. Non, c'est ce qu'ils appellent l'interdépendance financière. Plus on développe ces autres formes de richesse, apprendre des choses utiles, tisser des liens solides, s'impliquer localement, moins on dépend uniquement de l'argent pour vivre bien. C'est une forme de résilience en fait. Une sécurité plus humaine, plus solide peut-être. C'est l'idée. Et enfin, l'étape 9 aborde l'investissement, le comment faire fructifier ce capital pour maintenir l'IF. Avec quel principe directeur? La sécurité du capital est primordiale. Puis chercher un revenu stable et suffisant pour couvrir les dépenses et battre l'inflation. Et très important, l'alignement avec ses valeurs. L'investissement socialement responsable, ISR, est clairement mentionné. D'accord. Et comme stratégie? Le livre est assez ouvert. Il évoque les obligations d'État, qui était la méthode initiale de Joe Dominguez, mais aussi les fonds indiciels à bas coût, très courants aujourd'hui. L'immobilier, bien sûr, que ce soit la résidence principale, en louant une partie par exemple, ou l'investissement locatif. Vicky Robin parle elle-même d'un portefeuille diversifié, incluant de l'ISR, de l'immobilier, de l'énergie verte. L'essentiel est de comprendre ce qu'on fait et de choisir en conscience. Bon, si on résume, Your Money or Your Life, c'est vraiment bien plus qu'un livre sur l'argent. C'est une invitation à repenser notre vie, en fait. À voir l'argent pour ce qu'il est, du temps de vie échangé, et à construire une existence où on sait ce qui est vraiment assez pour soi. C'est exactement ça. C'est un chemin qui passe par la conscience de nos actes, une frugalité qui n'est pas triste, mais choisie et joyeuse, la valorisation de notre temps et l'investissement dans un capital qui est financier, oui, mais aussi humain, social, communautaire. Une approche très complète finalement. Ça nous laisse peut-être avec une question pour chacun d'entre nous. Si l'argent représente notre énergie vitale, quelle part de cette énergie on choisit consciemment de consacrer à l'accumulation de biens matériels? Et quelle part on préfère dédier à d'autres richesses, peut-être moins visibles, mais tout aussi essentielles? C'est une excellente question. Le livre suggère d'ailleurs d'oser avoir des money talks, des conversations ouvertes et honnêtes sur l'argent, pour explorer ça. Une piste intéressante à creuser, effectivement.